santé au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Togo, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi. Pour les tout-petits, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Ceux du CP1 doivent abandonner les habitudes de la maternelle. Alors comment s'y prennent-ils? Les éléments de réponse à suivre dans ce journal. 28 septembre, journée mondiale du droit à l'avortement. Une majorité des pays africains ont approuvé l'interruption volontaire de grossesse lorsque la santé de la mère ou de l'enfant est en danger. Elle est autorisée au Togo depuis 2007 lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'une relation incestueuse. Que pensent les Togolais de cet acte? Vous le verrez dans le courant de cette édition. Et puis le mariage, hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé avec cette institution sociale? Beaucoup de jeunes badinent avec le mariage autrefois sacré. Le mariage hier et aujourd'hui, dossier à suivre en fin d'édition. C'était le titre de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Depuis quelques années, la reprise des classes rime au Togo avec le projet Rentrée scolaire solidaire. Le ministère de l'Action sociale offre des fournitures scolaires aux élèves qui sont dans le besoin. Cette rentrée scolaire solidaire a été lancée à Lassa, dans la Kosa. Nestor Mouzou. Des fournitures pour les élèves des établissements scolaires de Lassa, dans la Kosa. Une générosité du gouvernement à travers l'Agence de solidarité nationale du ministère de l'Action sociale qui s'intègre dans le projet Rentrée scolaire solidaire. Ce projet a été initié au profit des élèves orphelins, des élèves handicapés et de ceux issus des familles démunies. À Lassa, ce sont 51 filles et 39 garçons au primaire, 34 filles et 26 garçons au secondaire, soit 150 élèves issus de 14 établissements qui ont été identifiés pour bénéficier de ces fournitures scolaires. Aux fournitures s'ajoutent des kits hygiéniques et des culottes pour 200 filles de ces établissements. Lassa a été retenu pour servir de lancement au plan national de l'opération Rentrée scolaire solidaire de cette année. L'identification est faite au niveau de la base, dans les collectivités, dans les établissements, avec l'appui des enseignants, l'appui des collectivités locales, avec nos agents sociaux, les chefs cantons, pour nous détecter des enfants vraiment qui peinent à assurer leur rentrée scolaire. Nous avons fait le lancement national ici dans la préfecture de la Kosa, mais au même moment et d'ailleurs bien avant, dans les 39 préfectures de notre pays, les collaborateurs sont en train de faire la même opération à l'endroit de ces enfants-là. Nous avons profité pour transmettre les messages d'un travail bien fait, de l'assiduité, de la régularité, et qu'à la fin de cette année, les résultats soient au rendez-vous. À Lassa, les bénéficiaires de l'opération Rentrée scolaire solidaire ont manifesté leur reconnaissance au gouvernement. Les kits mis à notre disposition à ces premiers jours de la rentrée scolaire représentent pour nous un acte de clairvoyance à l'image d'un bon père qui est à l'écoute de ses enfants. Nous promettons en faire bon usage et surtout obtenir de bons résultats en fin d'année. Nous prions de transmettre notre merci à l'endroit du chef de l'État, son Excellence, Fort et Sozimna Nyasingbe. Pour cette année, le projet Rentrée scolaire solidaire va prendre en compte 4 330 élèves à travers le pays. Depuis sa mise en œuvre en 2010, il a touché 80 800 élèves démunis. Les élèves de Koutoupa dans l'Amou auront bientôt un nouveau lycée. La construction de ce lycée est à mettre à l'actif du ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministre de tutelle est allé constater l'effectivité de la rentrée dans cette préfecture avant de donner le ton pour le démarrage des travaux. Sylvain Abdou. La pose de cette première pierre marque le démarrage des travaux de construction du nouveau lycée de Koutoupa dans la préfecture d'Amou. Les travaux sont financés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Iouatiba. Après Alaousso, Obuanaou et Gbekon dans le canton d'Otadi, où il a posé il y a un an cet acte,
C'est ici, à Koutoukpa, que le ministre vient une fois encore faire ce don de bâtiments scolaires au profit des populations d'Amou. 6 salles de classe seront construites sur des normes requises. Un don pour soutenir les bonnes œuvres et la vision pragmatique du chef de l'État, mais aussi susciter l'adhésion de la population à la politique du président de la République qui a décidé d'ériger un lycée dans ce canton. L'idée, c'est aussi d'accompagner les bonnes initiatives du chef de l'État. Il ne peut pas tout faire lui seul. Il crée les conditions et il revient aux bénéficiaires que nous sommes d'accompagner cette action. C'est en cela que nous avons mené donc cette action symbolique, la construction de 6 classes aux normes modernes pour abriter et accueillir favorablement cette initiative de ce lycée. Le rêve, c'est que dans les prochaines années, que nous ayons les futurs cadres qui sortent de ce lycée. Les 6 salles de classe seront construites, mais avec des objectifs beaucoup plus spécifiques. On va donc construire de 2 secondes, les secondes scientifiques et littéraires, pareil pour la première et la terminale, ce qui permettra vraiment de nourrir les ambitions de la communauté, parce que nos élèves, nos étudiants doivent désormais apprendre les séries scientifiques aussi pour être demain des cadres pour pouvoir résoudre les défis auxquels le Togo tout entier va être confronté. Le projet prend déjà corps avec la pose de cette première pierre et les bénéficiaires saluent cette initiative concrète du donateur. Ce lycée a vu le jour aujourd'hui. Nous remercions d'abord le chef de l'État qui nous a appuyés et avoir un lycée aujourd'hui. Nous remercions toutes les autorités, particulièrement le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a appuyés énormément. Nous venons d'avoir une grande satisfaction parce que nous avons ces classes qui vont aider à ce que les enfants puissent s'asseoir. Ce lycée va servir au décongestionnement des lycées environnement, notamment le lycée Amlamé et le lycée Temedia. Nous nous sentons beaucoup plus réconfortés parce que le fils du milieu est venu accompagner les efforts que le gouvernement est en train de faire, les efforts du chef de l'État pour pouvoir implanter, procéder c'est-à-dire au démarrage des travaux. Les travaux de construction vont durer 3 mois. Une manière de permettre aux élèves d'intégrer le plus rapidement possible les bâtiments de ce nouveau lycée. Un joyau offert, vous l'avez suivi par le ministre de l'Enseignement supérieur. On s'intéresse à présent aux tout-petits. Pour ceux qui ont quitté la maternelle pour le CP1, il n'y a plus de tata, mais un maître ou une maîtresse. Alors, comment s'adaptent-ils? Comment s'en sortent leurs enseignants? Nicole Attila, Marie-Thérèse Nabédé, Sandra Aziabé. Fini la maternelle pour ces nouvelles recrues du CP1. Pour ces ex-élèves de la maternelle Clémence Divine, tout est encore nouveau, mais le maître assure la transition. Quand les enfants m'arrivent, habituellement, je les accueille. Comment ça va? Oh mon garçon, joli bébé, assieds-toi, prends-toi ça, va t'asseoir. Arrivé en classe, nous allons élaborer la règle de vie de notre classe. Quand l'enfant arrive en classe, comment l'enfant doit s'y prendre? Je dois être gentil avec les camarades, je ne dors pas, je ne taquine pas, j'écoute le maître, je regarde devant. Le travail maintenant, l'application, bien écrire, bien compter et bien lire. Kabiron Emmanuel enseigne au CP1 depuis 9 ans. Pour lui, se retrouver chaque année avec ses petits anges n'est pas un calvaire, au contraire, un sacerdoce. Et ses nouveaux écoliers le lui rendent bien. Je m'appelle Monsieur Kabiron. Ils viennent fraîchement du jardin et actuellement ils sont avec nous dans la classe de CP1. Ce n'est pas du tout facile. Les premiers jours comme ça, voire même toute la semaine. Donc on a tout genre d'enfants. Il y a d'autres qui viennent, ils s'accrochent à leurs parents, qu'ils veulent retourner puisqu'ils ne sont pas habitués. Donc ils ont changé de lieu. Donc maintenant, il nous revient à nous les enseignants de les dorloter, souvent même de les supplier et les amener à rester. Ici comme ailleurs, la fin de l'école sans vie est effective.
La cour de récréation grouille déjà de monde dans ce complexe scolaire. Une chance pour ces tout petits du CP1 d'apprendre aux côtés de leurs aînés du collège voire du lycée. Les choses se précisent pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques a reçu des tablettes et des kits de recensement, un don de la communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique. Abidé Lemou et Liagba Nyadao. C'est un moment important dans la vie d'un pays, le recensement de la population. Il s'agit du dénombrement détaillé des ménages la composant. Le digital sera au cœur de cette 5e opération. 15 000 tablettes avec accessoires ont été remis à l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEAD. Ce don de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA devrait faciliter la collecte de données fiables et répondant aux normes internationales. C'est les tablettes qui seront utilisées du début jusqu'à la fin, depuis les travaux cartographiques jusqu'au dénombrement de la population. Une fois que les données sont collectées, nous avons un serveur central sur lequel les agents envoient directement les données. Donc ça permet d'éviter les pertes d'informations, contrairement à ce qui se faisait avec les papiers. Et pour utiliser ce matériel, 13 000 agents recenseurs sont recrutés. Le Togo sera le premier pays francophone à utiliser cet outil de recensement numérique. The collection of data of Le recensement général de la population, qui est la seule opération de collecte qui recueille des informations sur chaque individu résidant dans le pays. Et donc, grâce à ces informations collectées, le pays est capable de faire de la planification du développement sur la base d'évidence, donc sur la base de données factuelles. Les pays se sont engagés à atteindre les objectifs du développement durable. Le Togo, pour terminer, est un pays qui est aujourd'hui considéré comme un champion en termes de données, parce que le pays a fait des investissements conséquents en matière de données. Il a également un bon leadership pour ce qui est de la collecte des données. Le Togo servira d'émulateur, si je peux dire ainsi, à d'autres pays qui viendront s'inspirer. Le 5e recensement de la population au Togo est prévu du 23 octobre au 12 novembre prochain. La formation des divers acteurs de la chaîne a commencé depuis le mois dernier. Celle précisément des agents recenseurs a été lancée ce lundi partout sur le territoire national. Un recensement qui favorisera, entre autres, une meilleure prise en compte du concept genre. Et justement, ils viennent de plusieurs secteurs et se forment sur les techniques de plaidoyer. C'est pour la promotion genre au sein des différents départements ministériels et institutions. Alexandra Andekambi et Sandra Aziabé. Les cellules focales genre des départements ministériels et institutionnels de la République se dotent des compétences nécessaires pour garantir l'efficacité de leur action. Ceci passe par la maîtrise du plaidoyer et ses enjeux, des processus décisionnels, la communication adaptée au plaidoyer, entre autres. Nous allons voir les objectifs du plaidoyer, nous allons voir également les cibles du plaidoyer. Nous allons aborder la question des alliances, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser les décideurs à prendre une décision sans savoir quel type d'alliance mettre en place. Dans le cadre de la mise en œuvre du Forum Génération Égalité qu'elle a accueilli en 2021, la France fait un avec le Togo pour une meilleure familiarisation des cellules genre avec les notions fondamentales sur le plaidoyer. La France est un pays qui a une des priorités, en tout cas, d'atteindre l'égalité femmes-hommes. Et c'est également une des priorités du gouvernement togolais. On a décidé de choisir l'angle du leadership, de l'autonomisation économique et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Il est question de renforcer leurs capacités sur les plaidoyers, les techniques de plaidoyer pour la promotion du genre dans les différentes politiques et pour projets de développement de leur secteur. Les cellules genre un maillon essentiel dans le processus d'institutionnalisation du genre au Togo. Pour leur faciliter le travail, des mesures ont été prises allant de l'adoption de la stratégie d'intervention des cellules sectorielles genre en 2008, la budgétisation et suivi-évaluation selon le genre, entre autres.
Dans l'actualité également, le Parlement de la CEDEAO va tenir à partir du 3 octobre prochain sa deuxième session extraordinaire de l'année à Lomé. Une session qui sera couplée d'un séminaire parlementaire. Le président de l'institution est à Lomé. Elle a été accueillie à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé. Et Kwesala s'est entretenu avec Dr Tunis sur ses activités. Docteur Sidi Mohamed Tunis, bonjour. Vous êtes le président du Parlement de la CEDEAO. Vous êtes à Lomé pour deux principales activités de votre institution. D'abord, la session extraordinaire du Parlement pour l'année 2022, puis un séminaire parlementaire jusqu'au 8 octobre prochain. Pourquoi avoir choisi Lomé pour abriter ces deux activités? Je vous remercie de m'avoir accueilli ici. Je suis très heureux d'être ici au Togo, que je considère comme ma deuxième patrie. Pourquoi nous avons choisi le Togo pour abriter cette session? Parce que le Togo, c'est un membre de la CEDEAO et un membre très important de la communauté de la CEDEAO. Vous avez un président, le président Son Excellence Gnassingbé, qui rend un service très important à la communauté de la CEDEAO. Alors si vous avez un président qui s'implique autant dans la résolution et pour s'assurer que la paix et la sécurité prévalent dans la sous-région, il n'est que de bon ton que vous organisiez des programmes ici, dans son pays. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes ici. It is only but fitting to ensure that you also bring your programs into that country. That's why we are here. Avant la session extraordinaire de Lomé, il est prévu un séminaire parlementaire. Quel avantage les députés vont tirer de ce séminaire? Chaque fois que nous avons des sessions extraordinaires, elles sont précédées par des séminaires parlementaires. Et il s'agit des moments de renforcement de capacité pour les députés et les parlementaires. À ce séminaire, le thème, c'est l'appropriation du règlement intérieur dans le cadre de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement. Donc il s'agit d'expliquer aux députés parlementaires leur rôle, leur pouvoir, leurs fonctions, afin qu'ils s'approprient mieux. Nous arrivons au terme de cet entretien. Votre mot de la fin? Il ne me reste qu'à remercier le peuple togolais, son président, son Excellence, M. Faure Gnassingbé. Remercier aussi le Parlement togolais, avec à sa tête son Excellence Mme Yawa Dibori, la délégation des parlementaires togolais au Parlement de la CEDEAO, sous la conduite de son Excellence Mme Maïmounatou, pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté et d'avoir permis que cette session se tienne ici au Togo. Le Togo est un beau pays et nous sommes heureux d'être ici. C'est pour cela que nous vous invitons tous à vous informer de tout ce qui va se passer au cours de ces moments-là. Merci beaucoup. Merci Kwesala. À l'étranger, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga est de retour à Bamako. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport. Ses propos à la tribune de l'ONU ne sont pas passés inaperçus. Après son discours à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga est de retour à Bamako. Il a reçu un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport. Il faut dire que ses propos, dans lesquels il qualifie notamment le gouvernement français de junte au service de l'obscurantisme, ne sont pas passés inaperçus. Je remercie son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, bien entendu l'ensemble du peuple malien. Vous savez, nous sommes des exécutants. Et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir et je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne. Dans les rues de la capitale, de nombreux Bamakois étaient également venus saluer le Premier ministre par intérim. Au Boron, on a le Premier ministre de Koumé. Nous avons le Ramadan. Africain de Malien de Aïe, Baramine, Faso de Oye. Aïe, Kuna Olere Soroulade, Name Fodi Dama. Alaga Fanga Sangarota, Alibi, Takemen, Bella Jalena. Aïe, peuple la place là. Un Boron, ni te Balibouya, un petit Bouya. Boron, ni Balibouya, un petit Bouya.
À la tribune de l'ONU, le colonel Maïga a également critiqué plusieurs responsables africains comme le Nigérien Mohamed Bazoum, l'Ivoirien Alassane Ouattara ou encore le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Oumarou Embalo Sissoko. Les autorités maliennes ont d'ailleurs posé leurs conditions avant l'arrivée d'une mission de la CEDEAO en fin de semaine. Toujours à l'étranger, le procès du massacre de 2009 s'est ouvert ce mercredi au stade de Conakry. C'est l'incompréhension dans l'entourage de Moussa Dadis Camara, rentré pour participer au procès. Il a été incarcéré hier soir avec d'autres accusés. Alors que s'ouvre ce mercredi le procès du massacre de 2009 au stade de Conakry, dans l'entourage de Moussa Dadis Camara, c'est l'incompréhension. Rentré en Guinée il y a quelques jours pour participer au procès, il a été incarcéré mardi soir avec d'autres co-accusés. Une mesure dénoncée par un des avocats de la défense. À la veille d'un procès, on ne peut pas appeler les accusés, leur dire bon écoutez, on vous envoie en prison, il n'y a aucun type de détention, mais hélas, nous avons été incompris. Ils ont assumé, finalement ils ont conduit nos clients en prison pour l'ouverture du procès demain. Moussa Dadis Camara et ses co-accusés seront jugés pour leurs agissements il y a 13 ans. Parmi eux, des anciens ministres et hauts gradés de l'armée. Un moment longtemps attendu par les familles des victimes qui attendent d'obtenir justice. Tout le temps, on demandait à ce que Alpha accepte de les mettre en congé jusqu'au moment où la justice va donner son verdict. Aujourd'hui, c'est le moment. Ils sont à la maison centrale. Je pense qu'on commence à avoir la vérité. Espérons que ça va aller. Cette vérité, toute la Guinée va la prendre. Les accusés sont mis en cause pour des actes d'assassinat, violences sexuelles, pillage, arrestation et torture commis le 28 septembre 2009. Karim Khan, procureur de la CPI, est attendu à l'ouverture de ce procès qui aura lieu dans le nouveau tribunal construit pour l'occasion dans le centre de Conakry. Retour en page nationale avec cette session de formation, d'information et de sensibilisation. C'est à l'intention des journalistes. Elle a été initiée par le ministère des Armées. C'est pour outiller ces hommes et femmes de médias sur le projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix. Tiatina Mbagar. 27 avril 2021, pour la première fois, une dame, le soldat Kondi Nigberi, effectue un saut spécial à plus de 2500 mètres, créant la surprise et suscitant l'admiration de toute la nation togolaise. Un an plus tard, 27 avril 2022, ce sont des pelotons entiers qui sont sous des ordres de personnel féminin. Progressivement, les forces armées togolaises se féminisent. Commencé en 2007, le processus connaît un coup d'accélérateur depuis septembre 2021 grâce au projet d'intégration du genre et d'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix PIGAF-OMP. Le Togo veut se conformer ainsi à l'axe 5 des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'armée ne pourrait pas rester en marge de ces recommandations. C'est pour ça que l'armée a initié donc ce projet qui intègre donc les femmes dans l'armée et également leur autonomisation. Augmenter leur nombre dans l'armée, pas seulement leur nombre, également leur donner des compétences pour pouvoir aussi occuper des postes de responsabilité. Cette session vise à former et à informer les journalistes. La cible à travers eux, c'est toute la population qui est sensibilisée sur les activités du PIGAF-OMP dont le bilan après un an d'exécution est ici exemplifié. Nous avons réalisé plusieurs activités. L'étude sur l'évaluation des obstacles. Le ministère des Armées a réalisé une première lecture du statut des forces armées togolaises. Et au niveau de la troisième composante, infrastructure et équipement, nous sommes très avancés dans la construction de 2 dortoirs, l'un à l'École nationale des sous-officiers de Témédia et l'autre au Centre national d'instruction à Kara. Il est également souligné le rôle de leadership du personnel féminin des forces armées togolaises dans la cohésion sociale. Cette rencontre se tient en un moment où les forces armées togolaises sont en pleine opération de recrutement sur toute l'étendue du territoire national. L'idée est d'informer pour susciter des vocations au métier des armes chez les filles.
c'est pour montrer, pour prouver à nos sœurs exactement qu'elles peuvent aussi facilement intégrer l'armée. L'armée, ce n'est pas réservé seulement pour les hommes. Il y a beaucoup d'opportunités pour elles aussi d'intégrer l'armée. Nous comptons parmi nous des sages-femmes, des accoucheuses. Nous avons également des femmes qui font la mécanique, des femmes qui font la maçonnerie. Toutes les spécialités sont prises en compte dans l'armée aujourd'hui. Donc elles peuvent intégrer l'armée et par là être autonomes. Le PIGAF-OMP est initié par le ministère des Armées conformément à la feuille de route du gouvernement 2020-2025. Il est financé par les fonds de l'initiative ELSI à travers ONU Femmes. Le PIGAF-OMP ambitionne de porter le nombre de femmes au sein des FAT de 4,89% à 10% en 2023, tout en assurant la progression de leur carrière. Sur la même période, le projet veut augmenter la proportion des femmes dans les opérations de maintien de la paix à 14,62% contre 6,91% actuellement. Cette session est la première d'une série qui va toucher aussi bien les journalistes que des acteurs de la société civile sur toute l'étendue du territoire national. Et pendant ce temps, la police nationale a appréhendé un groupe de 14 individus organisés en plusieurs réseaux de malfaiteurs. Ils ont été présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes. Immaculée Barre à Balo. Un groupe de 14 individus organisés en plusieurs réseaux de malfaiteurs. Il s'agit d'un nommé Ajavon Haïté, 29 ans, pêcheur demeurant à Adamavo. Nikwe Kokou alias Sarkozy, 34 ans, pêcheur demeurant à Katanga. Williams Amevi, alias Mon Ami, 37 ans, menuisier demeurant à Katanga. Chidia Kokou, alias Epi, âgé de 23 ans, pêcheur demeurant à Katanga. Akako Kojo, alias Kojo Zononvi, âgé de 32 ans, menuisier demeurant à Katanga. Adoku Kojo, 34 ans, chauffeur demeurant à Atiegou. Aziamadi Steven, alias 2x5, 30 ans, pêcheur demeurant à Katanga. Kevison Ekwe, alias CB, 43 ans, mécanicien, demeurant à Adamavo. Aïté Kofi, âgé de 23 ans, portefeuille, demeurant à Amoutiévé. Agboya Boris, 18 ans, revendeur, demeurant à Super Taco. Anagla Nicolas, âgé de 26 ans, se disant revendeur, demeurant à Amoutiévé. Adale Tchedre, âgé de 29 ans, revendeur, demeurant à Aveta. Agadi Kossi Mawena, conducteur de taxi-moto demeurant à Adidogome. Atiogo Komi Messan Kekeli, 37 ans, conducteur de taxi-moto demeurant à Baguida. Le premier réseau est composé de 8 cambrioleurs, tous de nationalité togolaise, ayant pour base le quartier Katanga. Ils se livrent au cambriolage de magasins et de véhicules. Ils ont été interpellés le 19 septembre 2022 après avoir cambriolé un magasin au quartier à Guiakome dans la nuit du 13 au 14 septembre 2022 aux environs de 1 heure. Après avoir défoncé les cadenas de la porte, ils sont repartis à bord d'une fourgonnette immatriculée TG 4403 BJ de marque Renault avec 106 balles de tissu pagne d'une valeur de 27 millions de francs CFA. Interpellés au quartier Katanga après les investigations, ils ont reconnu avoir volé des écrans TV plasma, des téléphones portables, des balles de tissu et de l'argent à la suite de plusieurs cambriolages dans les quartiers Tochi, Djifakota, à Dakpame, Tokouin Serfer, à Hadjikota, Enfame, Sogbosito, à Siganto et à Guiakome. La perquisition de leur domicile a permis de saisir des pieds de biche, des pioches, des tissus de basin, des bouteilles de gaz et de liqueur. Le deuxième réseau est composé d'un voleur et un receleur.
le nommé Haïté Kofi, qui se livre habituellement au vol de divers objets, a été surpris par une patrouille de la DCPJ au petit matin du 7 septembre 2022, alors qu'il transportait un couvercle d'égout arraché sur l'avenue Léopold Sédar Senghor. Le receleur se nomme Agboya Boris, collecteur de ferraille. C'est lui qui achète à vil prix les objets volés par le sieur Haïté Kofi avant de les revendre à son tour à un grossiste. Enfin, le troisième et dernier réseau est composé de 3 individus bien connus de nos services pour des faits de vol. Cette fois-ci, ils se sont illustrés dans un cas de détention et usage de fausses monnaies. L'enquête a permis d'interpeller les faussaires une semaine plus tard à Amoutiévé, ainsi que le nommé Agadi Kossi Mawena. Leurs fouilles et la perquisition à leur domicile ont permis de découvrir et de saisir 860 000 francs de faux billets. Tous ces individus seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes. La police nationale saisit cette occasion pour remercier la population pour sa collaboration et la rassure qu'elle travaille sans relâche pour la sécurité et la tranquillité publique. En 2007, le Parlement togolais avait adopté une loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, notamment lorsqu'elle résulte d'un viol ou d'une relation incestueuse. Aujourd'hui, 28 septembre, journée mondiale du droit à l'avortement. Comment l'avortement est-il perçu par les Togolais? Parole aux citoyens dans ce micro-trottoir avec Marie-Reine Abeta. En tant qu'une femme, j'ai le rôle de donner la vie. Donc, je ne peux jamais dire qu'avorter est une bonne chose. Parce que déjà, Dieu qui a créé l'homme à son image, dès que le jour qu'on fait l'avortement, on a déjà tué Dieu, qui est à notre image. Et tout avortement donne beaucoup de malédictions sur ceux qui l'ont fait. L'avortement, en fait, n'est pas une bonne chose. C'est sous forme de la suppression d'une vie. Quel qu'en soit le cas, la rencontre entre un homme et une femme, et cela a donné une grossesse, il ne faut jamais faire l'avortement. D'une manière générale, c'est la suppression d'une vie. Et bibliquement, en tant que chrétien, je ne saurais m'engager dedans. Mais il peut arriver des cas où on soit obligé de faire l'avortement. Ça, c'est aussi pour sauver peut-être la personne même qui a conçu, ou bien qui est la femme là qui est en possession de cette grossesse. On peut être obligé, et ça, ce serait sur prescription médicale d'autoriser l'avortement là. Ainsi, il peut y avoir des sensibilisations auprès de nous les jeunes, à l'école, au lycée, par rapport au danger d'avoir le sexe très tôt ou bien sans être marié. Voilà, ça peut conduire à une grossesse indésirable. Rappelons que les cas d'interruption volontaire de grossesse non conforme aux tests en vigueur au Togo sont punis d'une peine d'1 à 10 ans de prison ferme et d'une amende allant de 500 000 à 3 millions de francs CFA, souligne cette loi adoptée en 2007. Ces deux communiqués avant de clore ce journal. D'abord, ce communiqué du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Le ministre informe les candidats au concours interne et externe d'entrée à l'École nationale d'administration ENA, cycle 2 et cycle 3, session des 29 et 30 août 2022, que la liste des candidats déclarés admissibles peut être consultée sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg dans l'enceinte de la dite école ou à la direction régionale du travail et des lois sociales à Kara. Les épreuves orales d'admission se dérouleront le samedi 1er octobre 2022
à partir de 7h dans l'enceinte de l'ENA sur présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Signé Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Et sachez qu'une émission coup de projecteur est justement consacrée à l'École nationale d'administration, émission enregistrée avant ce communiqué et à suivre à partir de 20h45 juste après ce journal sur la télévision togolaise. Le second communiqué nous vient du ministère de la Culture et du Tourisme. Le ministre invite les poètes togolais à participer à l'appel à candidature lancé par les autorités japonaises pour la 3e édition de la médaille Yakamoshi. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2022. Pour tout renseignement complémentaire, prendre attache avec la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire 6 au 47 avenue des Nations Unies face au PNUD à Lomé. Téléphone plus 228 22 22 86 83 ou 90 19 78 67. Signé Dr Kossi Lamadoukou, ministre de la Culture et du Tourisme. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à bientôt.